Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur les antennes de For You Media Africa ce mercredi 21 décembre 2022. C'est votre programme quotidien en Rému L'Actu qui démarre à l'instant. Le sujet du jour nous conduit en République démocratique du Congo. Eh bien, la France condamne le soutien du Rwanda à la rébellion du M23. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Noubissi Wafo. On en parlera également avec mes collaborateurs Kwechu et Kumabite qui sont sur ce plateau et que je vais présenter tout à l'heure. Durant l'émission, on aura notre traditionnel info du jour, l'image du jour, les unes du jour et bien sûr, si le temps nous permet, le buzz du jour. Bonjour, Kwechu. Bonjour Moto, bonjour à vous chers téléspectateurs, bonjour à Komabite, le seul coq de la basse-cour. Bonjour en tout cas à vous tous également qui nous rejoignez seulement maintenant. Si vous n'êtes pas un habitué du programme, vous faites bien en tout cas de prendre part à cette émission encore aujourd'hui. Rendez-vous qui se veut donc un moment consacré à remuer l'actualité d'ici et d'ailleurs et qui vous permet le temps d'un peu plus d'une heure de voyage de pouvoir vous imprégner davantage de ce qui marque l'actualité à travers le continent africain et un peu plus globalement. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, on aura bien sûr les tours des unes africaines qui font le tour de quelques capitales et autres médias panafricains. On aura également l'image du jour qui fait un hommage à un grand homme de culture camerounais qui est mort il y a quelques jours de cela. Je ne vais pas m'étaler davantage à cela, mais un peu du Cameroun en Asie, ça aussi c'est possible. Et ça fait partie finalement de la richesse culturelle du continent. Merci Kwechu, ce sera à la fin, certainement à la fin de l'émission qu'on aura l'image du jour. Il est également sur ce plateau, Kwechu l'a dit tout à l'heure, le seul coq de la basse-cour. Komabite, bonjour. Bonjour Emamoto, oui, si le temps nous permet, on va dérouler donc le tapis sur ces informations. Donc nous allons diffusé aujourd'hui, notamment il s'agit de l'information du jour qui va donc nous amener au Maroc, où donc les Marocains ou alors les lions donc de l'Atlas, voilà, ont donc été reçus par tous les Marocains. Donc c'était donc hier. On va donc essayer de revoir en image donc cette arrivée des Marocains. Alors mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de vous retrouver donc dans notre programme fidèle. Il s'agit bien évidemment on remue l'actualité, une émission donc que vous avez donc pris l'habitude de regarder lorsqu'il est 10 heures passées de 45 minutes. C'était un réel plaisir également pour ceux qui nous regardent de l'autre côté donc à Bamako, de l'autre côté également au Québec bien sûr, et ceux qui nous regardent donc à Durban. Bonjour à vous qui nous regardez également. C'est un réel plaisir. On fait corps ensemble aujourd'hui. On va encore ensemble remuer donc toute l'actualité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est un moment fort que nous allons passer ensemble en compagnie donc des Mamoto, à qui je vais laisser donc le soin de vous dérouler donc la suite du tapis. Et puis on va se retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 11 heures passées de quelques minutes par là pour revenir donc avec cette arrivée triomphale donc des Lions de l'Atlas donc au Maroc. Merci Komabite. Et à présent, je déroule le tapis, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour nous conduit en République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit, la France condamne le soutien du Rwanda à la rébellion du M23. Eh bien, la France a condamné le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23, soupçonné de massacre d'au moins 131 civils en fin novembre dernier en République démocratique du Congo. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre, a déclaré lundi 20 décembre 2022 Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué. Lors d'un point de presse, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre a également exhorté Kigali à respecter la mise en œuvre des processus de Luanda et de Nairobi. Ces accords ont pour ambition de mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique
démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu, où les rebelles du M23, une ancienne rébellion défaite en 2013, a repris les armes en fin 2021, reprochant Kinshasa de ne pas avoir respecté les accords de paix. Le 8 décembre dernier, les autorités françaises avaient condamné avec la plus grande fermeté les violences commises par les rebelles du M23 à Kinshasa et Bambo, deux localités de l'Est de la République démocratique du Congo, où au moins 131 personnes avaient été tuées fin novembre dernier. Paris avait également condamné le non-respect par le M23 du cessez-le-feu décidé à Luanda le 23 novembre dernier en présence de dirigeants congolais, rwandais, angolais, burundais et du facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, appelant la rébellion à se retirer du territoire congolais immédiatement et sans condition. Le 6 décembre dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait exhorté le président rwandais Paul Kagame à cesser de soutenir les groupes armés dans la République démocratique du Congo, voisine compris l'aide du Rwanda au M23. Le 9 décembre dernier, c'était au tour de la Belgique d'appeler le Rwanda à cesser toute assistance au M23. La rébellion du M23 a été impliquée dans un certain nombre de violations des droits, notamment l'exécution sommaire de civils, l'utilisation du viol comme arme de guerre et de recrutement d'enfants soldats. Les Nations Unies ont dépêché une équipe d'enquêteurs dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les autorités affirment avoir dénombré plus de 270 morts à la suite de massacres commis dans une localité sous contrôle des rebelles du M23. Voilà, lors d'une enquête préliminaire dont les conclusions ont été publiées le 8 décembre dernier, courant par l'ONU, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo ont recensé parmi les victimes civiles 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants dans les massacres de Kichessé et Bomba survenus en fin novembre, selon le communiqué des missions onusiennes. Ces violences ont été commises dans le cadre d'une campagne de meurtre, de viol, d'enlèvement, de pillage contre ces deux villages du territoire de Rutshuru et représailles à des affrontements entre les rebelles du M23 et les miliciens des forces démocratiques de rébellion du Rwanda. Voilà, mesdames, messieurs, telle est notre thématique du jour. La France qui condamne le soutien du Rwanda à la rébellion du M23. Vous pouvez également participer à cette émission, téléspectateurs et internautes, sur nos différentes plateformes, notamment Facebook et YouTube. Vous laissez vos commentaires sur notre page Facebook, For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, on aura le plaisir et l'honneur de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission avant de prendre l'avis de notre consultant permanent. Je vais me retourner vers vous, Koumabité, la France qui condamne le soutien du Rwanda au M23 après les États-Unis, après la Belgique, après même les sanctions de l'Union européenne. L'Union européenne avait sanctionné 6 dirigeants, 6 représentants des rebelles qui siègent en République démocratique du Congo, 2 colonels congolais et un Belge qui était celui-là qui, selon les nations, selon l'Union européenne, donnait des armes à ces dirigeants des rebelles. Aujourd'hui, c'est au tour de la France de condamner le soutien du Rwanda au M23, comme habité. Ça me fait un peu rire, parce que quand la France décide de lancer un message qui dit qu'ils sont en train de refuser ou alors de condamner avec la dernière énergie les affrontements du M23 ou alors les M23 qui sont en train de piller le nord du Congo. Vraiment, ça me fait un peu rire parce que en fait j'aimerais poser plutôt la question de savoir qui finance les M23. Si vous avez donc la réponse à ma question, alors vous comprendrez exactement en réalité que ce qui se dit aujourd'hui, ce ne sont que des paroles. Vous-même, vous avez cité tout à l'heure les pays qui ont condamné. Vous avez commencé par les États-Unis, après vous êtes arrivé à l'Union
européenne et puis vous avez chuté par la Belgique et la France. Enfin, qui est l'Union européenne? L'Union européenne, c'est l'assemblage de tous ces pays, c'est-à-dire la France, la Belgique et même d'autres pays de l'Europe. Et on va même un peu plus loin. Et à cela, quelques jours où le Royaume-Uni a donc refoulé, expulsé, pour être un peu plus explicite, les migrants rwandais de ce côté-là. Mais ça va de soi que c'est dans la même lancée. C'est pas pour dire que en réalité on n'accepte pas ce que la France dit aujourd'hui, non, loin de là. Mais il faut comprendre une chose, que la politique est une chose, et comme j'ai pour habitude de dire que, enfin, les paroles s'en vont, les écritures restent. Oui, il est vrai. Et la France, c'est normal que la France dise que, en réalité, on condamne ou alors on fustige cette domination ou alors ce massacre du M23 depuis des décennies. On est d'accord que c'est vrai que c'est pour assoupir un peu, apaiser du moins la colère du peuple congolais. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si ces Occidentaux arrêtent de financer, que ce soit en armes, que ce soit en argent, ces rebelles, je ne pense pas qu'il y aurait donc des manifestations ou alors des manifestants ou alors même des rebelles du M23 ou alors comment est-ce que je vais dire ça, ces rebelles qui persistent en fait en réalité à mettre le nord du Congo, c'est-à-dire dans Kivu, mal en point aujourd'hui. On sait très bien que ce sont ces Occidentaux qui financent ces guerres. Pourquoi financer les guerres? On doit financer les guerres parce que, vous savez, il y a un adage qui dit diviser pour mieux régner. Alors, si on réussit à diviser, alors on peut facilement piller ce qu'on est venu faire, même si on va afficher un visage un peu plus comme un visage un peu plus blanc, comme le visage de, je sais pas trop, comme la neige, et puis dire que bon voilà, nous on est contre les rebelles, on n'aime pas cette affaire, on n'aime pas on n'apprécie pas ce que les rebelles sont en train de faire aujourd'hui, mais pas derrière, c'est nous qui leur donnons les armes, c'est nous qui leur fournissons des armes. Donc, ma foi, aujourd'hui, cette sortie de la France me paraît un peu comme une sortie hasardeuse, parce qu'en réalité, moi, je trouve que ça n'a pas de place, en fait. Qu'est-ce que vous faites donc? Ok, d'accord, vous êtes donc contre ces rebelles du M23. D'accord, on est tous d'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites donc pour arrêter, ou alors qu'est-ce que vous faites donc pour aider le Congo à mieux combattre ou alors à mieux repousser donc ces rebelles-là? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Le problème, ce n'est pas de dire que voilà, on est en train de fustiger ou alors on est en train de condamner ce que les rebelles... Et puis vous allez condamner et puis quoi? Comme on a pour habitude de dire généralement, vous allez donc condamner et puis quoi? Ça ne résout pas de problème. Le véritable problème, il est posé sur la table, c'est que on sait très bien que le Rwanda est en train de financer le M23. Alors, qu'est-ce qu'il faut? L'Union européenne, à quoi y voir avec l'Afrique? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ça, c'est l'Union africaine qui est censée gérer les problèmes de l'Afrique. On a bien dit, l'instance européenne, c'est-à-dire l'Union européenne. C'est-à-dire que vous devez vous concentrer spécialement sur votre superficie, sur votre périmètre. Les pays membres de l'Union européenne, le Rwanda ou alors le Congo ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, du coup, ma foi, ces sorties, à un moment donné, ne sont pas très... Enfin, pour moi, en fait, je pense que ce sont des sorties un peu hasardeuses parce que en réalité, le problème est posé sur la table. On veut des solutions. On n'a pas besoin des messages de réconfort à ce niveau parce que des messages de réconfort, on en a une pléthore, une kyrielle, une ribambelle même de messages. Donc, du coup, ces sorties de la France, vraiment, ma foi, ne vont pas résoudre le problème. Et il faut frapper là où ça fait mal. Et je pense quand même que le Royaume-Uni aujourd'hui a essayé ou alors essaye tant bien que mal de revoir cette stratégie-là, notamment en expulsant les migrants rwandais. Parce qu'il faut le savoir, en 1994, lorsque la guerre entre les Rwandais, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus, avait donc déclenché, il y avait donc cette pression aussi occidentale qui ne voulait pas que ces deux peuples-là s'entre-déchirent, même si on va comprendre que
l'ONU avait quand même mis la main, mais cette main n'était pas totale parce qu'en réalité, on parle des casques bleus qui ne foutaient absolument rien de là. Oui. Et pour eux, c'était juste voir deux peuples qui se déchirent, qui s'entre-déchirent, mais qui n'allaient rien faire du tout. Donc aujourd'hui, on a besoin d'accords. Même si la France veut se racheter, nous, on pourrait même leur donner des astuces. Comment faire pour se racheter? C'est-à-dire, on a besoin que la France essaye donc d'encourager ou alors de renforcer le Congo à un moment donné pour pouvoir combattre donc ces M23 et peut-être, je dis bien peut-être par là, les Africains pourront comprendre que peut-être que la France a essayé de comprendre en fait la réalité de ce que l'Afrique est en train de vouloir et peut-être on pourrait encore, je dis bien on pourrait encore, ça c'est le conditionnel, on pourrait encore, ma foi, donner encore une petite parcelle de domination, je dis bien une petite parcelle, même si elle est légère, c'est-à-dire je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire une petite parcelle aux Français pour qu'ils essayent un peu de se sentir un peu plus à l'aise, même s'ils vont dire que l'Afrique fait partie quand même de leur colonie, mais il faut comprendre aujourd'hui que la France a échoué et quand la France échoue, ils ne peuvent que racketter en fait ces supplications de tous les pays. Merci Komabité, Kwecho. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, exhorte Kigali à respecter la mise en œuvre des processus de Luanda à Nairobi, et notamment au sorti du mini-sommet du mois dernier. Ils avaient convenu une cessation un accord de cessation des hostilités et exhorte Kigali à le respecter et que le M23 doit libérer le territoire congolais. Alors désormais la France qui sort au créneau pour condamner finalement l'intervention de Kigali, ça nous rappelle, et d'ailleurs on a pu le voir en image, cette image d'Emmanuel Macron avec Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, c'était à New York lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Là c'est le président français qui s'initiait donc en médiateur dans le conflit qui oppose donc les deux pays frères, ou du moins ces deux pays ennemis actuellement, mais frères quand même, compte tenu de leur histoire. Donc, désormais, une France également qui tape du poing sur la table et condamne les actions du Rwanda, ou du moins le soutien du Rwanda au M23. On a le sentiment que c'est une prise de position désormais, que la posture de médiateur, un médiateur, ça se veut assez impartial quant à essayer d'écouter, d'entendre les deux parties. Donc maintenant, je crois qu'il est on ne peut plus clair que la France a décidé de condamner le Rwanda dans cette affaire. Alors, y a-t-il pas une forme de récupération finalement de cette affaire, de cette histoire, sommer le Rwanda de respecter les accords qui ont été pris à Luanda, en Angola dernièrement et au Kenya? Ok, c'est assez salutaire, mais on les a pas plus que ça entendus sortir au créneau à chaque fois qu'il y a eu des morts dans le Nord Kivu, ou à chaque fois, ça fait déjà des années quand même que ce conflit sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi particulièrement maintenant prendre des positions aussi radicales par rapport au Rwanda? On a presque envie de se demander si ce ne serait pas une forme de règlement de compte vis-à-vis de Paul Kagame. Ça aussi, la question mérite d'être mise sur la table. Faut rappeler que les relations entre Paris et Kigali sont quand même assez tendues depuis, avec Paul Kagame, du fait déjà, on va remonter quand même aux années 1994 et de l'implication de la France dans le génocide rwandais, et un devoir de mémoire qu'exige Kigali quant à la France de reconnaître son tort, toute chose qui n'a pas encore été totalement admise par Paris.
Et on peut encore prendre au cours de cette année Kigali qui reçoit carrément le sommet du Commonwealth, Kigali qui sollicite même de plus en plus, qui a rejoint le Commonwealth, effectivement, bien qu'eux ayant quand même encore un petit pied dans la francophonie. Mais on a clairement un pays qui, depuis quelques années déjà, est en train de réduire davantage les relations avec la France, les relations de coopération avec la France, et qui n'hésite pas à prendre des positions parfois assez radicales concernant le pays d'Emmanuel Macron. Donc, il y a de l'eau dans le gaz entre Paris et Kigali. Et Paris aujourd'hui qui condamne fermement Kigali dans son soutien au M23. L'on peut saluer effectivement que les instances internationales et autres pays, même d'autres continents, puissent se sentir concernés. On est quand même dans un village planétaire où ce qui se passe au nord peut intéresser celui qui se passe au sud. Et inversement. On n'est pas parti pour couper radicalement les ponts. Je ne crois d'ailleurs pas que ce soit cela la démarche panafricaine de l'Afrique aujourd'hui. La démarche, elle est simplement de dire allons-y sur des rapports d'ego. Allons-y à ne pas venir avec une volonté à nous piller, mais plutôt à négocier tant qu'à sortir gagnant-gagnant. Voilà. Donc, je ne reproche pas, ou du moins je ne reprocherai pas, l'on ne reprocherait pas à la France sa volonté, si tant est que volonté manifeste il y est à vouloir établir la paix, mais on s'interroge simplement du fait que quelques années auparavant, si on remonte dans le passé, il n'y a pas eu plus que ça d'intérêt pour le pays d'Emmanuel Macron vis-à-vis des conflits en République démocratique du Congo, à la frontière à l'est entre la RDC et le Rwanda. Donc, maintenant qu'il y a cette sortie, qu'en est-il de la suite? Est-ce qu'on aura finalement une volonté française à déployer des troupes, à essayer d'apporter la paix? Est-ce qu'il y aura des fonds qui seront débloqués pour essayer d'apporter un soutien financier aux populations qui sont décimées de ce côté? Ça, c'est des actes concrets. C'est des actes concrets, mais s'il s'agit simplement de rester à Paris et de faire une condamnation comme celle-là, franchement, voilà, ça reste simplement de l'ordre du diplomatique ou voilà, du surfait. Donc, c'est bien Paris, mais maintenant la suite c'est quoi? La suite, c'est quoi quand on sait que même les Nations Unies aujourd'hui ne montrent pas réellement un engagement ferme à résoudre le conflit? À la tribune des Nations Unies, le président congolais, lui, a relevé encore et encore cette histoire, mais ça reste toujours de l'ordre des propos, des condamnations qui se font d'un bout à l'autre du monde, à distance. Mais dans les faits, on a clairement deux pays qui s'entre-déchirent et personne n'arrive à à s'opposer en tant que médiateur, à initier finalement une démarche concluante quant à rétablir la paix entre les deux pays. Merci Kwecho. Restez dans l'actualité, mais cette fois-ci avec notre info de ce 21 décembre 2022. Et c'est une histoire de Koumabité, l'info du jour tout de suite. Eh bien, merci Emamuto, l'info du jour va donc nous conduire au Maroc où donc des dizaines de milliers de Marocains donc ont accueilli, ont reçu avec des acclamations leur équipe nationale. On parle donc des dizaines de milliers de Marocains se sont donc rassemblés à Rabat, la capitale, pour accueillir donc leur équipe nationale de football. Merci pour la réalisation, pour cette image. Voilà, de retour donc du Qatar où ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Les joueurs ont donc salué la foule du haut du bus dans le centre-ville, bien évidemment accompagné par un cortège de policiers. Merci à la réalisation. Le Maroc donc qui est la première sélection africaine à avoir donc atteint ce niveau de compétition lors d'un mondial. L'équipe a donc
terminé en tête du groupe qui comprenait donc la Croatie et la Belgique avant d'éliminer donc l'Espagne et le Portugal pour atteindre le dernier carré. Ils ont donc perdu le barrage pour la troisième place samedi, 2-1 contre la Croatie, vice-championne donc du monde en 2018 après avoir été accueilli par des feux d'artifice et la joie des supporters habillés donc aux couleurs du drapeau marocain. Les Lions de l'Atlas se sont donc dirigés vers le palais royal, rejoints donc par leur maire. Ils ont été reçus par le roi Mohamed VI. En reconnaissance donc de cet exploit historique, ce dernier a donc remis des récompenses au président de la Fédération marocaine de football et à l'entraîneur de l'équipe et aux joueurs. Ils ont également reçu l'ordre du trône Wissam. Voilà donc en image les joueurs donc marocains. On voit donc à l'image Hakimi qui est donc avec sa maman. Celui-là même qui à chaque fois qu'il marquait les buts ou alors à chaque fois qu'il remportait la compétition allait dédier cela à sa maman, et on voit donc l'association donc des mamans, des femmes qui sont donc autour de leur enfant. On voit donc le cortège marocain qui arrive donc à Marrakech. Vous voyez donc la ville qui accueille donc les Lions. C'est un exploit, en réalité c'est un exploit. Le tout premier pays africain à atteindre donc les demi-finales et à être classé quatrième, parce que là il faut le rappeler, quatrième équipe mondiale après donc une sortie. Une très belle sortie. D'ailleurs, le Maroc ne vendait pas cher sa peau, il faut le rappeler, pour cette Coupe du Monde Qatar 2022. On ne s'attendait du tout pas à cette victoire ou alors à cette belle prestation marocaine, même si on va dire que cette victoire ou alors ce niveau atteint par le Maroc a été donc dédié d'abord aux pays arabes, et avant donc d'être dédié à l'Afrique tout entière. Donc, mais qu'à cela ne tienne, c'est l'Afrique qui gagne de toutes les façons, et on espère qu'en 2024 un autre pays africain va aussi essayer. 2026. En 2026, autant pour moi, va donc aussi essayer d'atteindre, pourquoi pas la finale, parce que là on a commencé avec les huitièmes de finale, il fut une époque, ensuite les quarts de finale, et voilà les demi-finales. Un peu, l'oiseau fait son nid, qui sait, peut-être que ça sera au tour du Cameroun d'atteindre la finale, enfin le continent camerounais d'atteindre la finale donc de la prochaine Coupe du Monde qui va donc se jouer au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On espère bien que For You sera représenté. Pour moi, ce sont des acclamations méritées. Ce sont un accueil très chaleureux et très mérité aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le Maroc, le Maroc a écrit l'histoire. Oui, l'histoire de toute l'Afrique en réalité. À atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, classé premier de sa poule, avec le Portugal, ils ont battu la Belgique, vice-champion du monde en 2018, qui a copieusement éliminé le Portugal. Bien sûr. C'est vraiment tous mes respects à ce grand pays, bien que certains joueurs, à l'instar de Sofiane Boufal, qui avait dédié, je crois que c'était la victoire de la qualification au quart de finale, avait dédié la victoire du Maroc aux pays arabes, et à tous les musulmans du monde. Mais après quelques sorties des différents Africains, Sofiane Boufal était revenu sur cette déclaration, qui s'est excusé et qui avait finalement dédié la victoire du Maroc à toute l'Afrique. Mais après leur échec à la demi-finale, j'ai vu pas mal de sorties qui disaient: nous dédions cet échec du Maroc à la communauté musulmane. Donc le retour à l'expéditeur alors. Mais ça fait quand même du bien, Eva Mouto, vous maîtrisez déjà le football, parce que là quand vous revenez avec Boufal, du coup c'est très populaire. On a vu certaines personnes qui ne s'intéressaient pas plus que ça au football. Voilà. De regarder les matchs. Vous y compris? De crier. Vous y compris? Ah non, moi je suis une vieille de la vieille. Voilà.
de la vieille. On suit de bout en bout les Lions de l'Atlas, qui, il faut le dire quand même, n'avaient pas fait bonne prestation lors de la CAN au Cameroun. Bah oui, hein, ils sont sortis au premier tour. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pendant la Coupe d'Afrique? Et donc, en 6 mois, en un peu plus de 6 mois, les gars, ils ont préparé un tout autre visage. Ils ont préparé la Coupe du Monde. Je pense que les équipes africaines qui étaient les plus attendues au Qatar, on ne comptait pas. Effectivement, on ne comptait pas beaucoup le Maroc, le Cameroun qui était sorti 3e de sa CAN, qui était même peut-être plus attendu, le Sénégal en champion d'Afrique, et le Ghana qui avait quand même éliminé le Nigeria à la dernière minute, mais finalement que ce soit le Maroc qui non seulement franchit le cap d'écart, mais arrive finalement à débloquer ce niveau, ce palier qui n'était pas encore atteint par une nation africaine, le palier des demi-finales. Donc vraiment, bravo aux Lions de l'Atlas. On le savait que les 3 Lions qui étaient au Qatar, il devrait avoir un lion qui la Teranga, on franchit le premier. Les Lions indomptables ont quand même pris le Brésil. Les indomptables du Cameroun, les 3 Lions. Les 3 Lions quand même, chacun avait sa proie. Avec le Brésil. Et le Sénégal franchit le premier palier. Et les Lions de l'Atlas qui avaient le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et compte tenu de la poule dans laquelle ils étaient classés, on ne donnait encore pas cher pays, franchement, du Maroc, qui se retrouvait avec la Belgique, la Croatie, vice-champion du monde, la Croatie, la Belgique qui a été longtemps classée première nation du monde, qui était demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. Donc franchement, de voir un Maroc qui terrasse même et qui fait pleurer Cristiano Ronaldo. Non, et on va plus loin avec l'équipe de l'Arabie Saoudite qui a fait pleurer Messi à une période. On ne savait pas que Messi. On n'a pas su que Messi. C'est arrivé. Messi a quand même prouvé que ça sous-entend quand même que si l'Argentine a gagné donc cette finale, ça sous-entend que l'Arabie Saoudite était aussi prénable. Alors l'Arabie Saoudite devait aussi gagner cette Coupe du Monde. C'est ça? Ça c'est les analyses à la Camerounaise. Quand tu as dit on a gagné le Brésil, du coup on est champion. Les champions du monde. À 100%. Ces mêmes images, pour embrayer, je dois dire qu'on les a vues au Saint-Tube. À Buenos Aires, en Argentine. Oui, en Argentine. Hier. Parce que hier était jour férié en Argentine, parce qu'on attendait l'Albiceleste qui est arrivé. Déjà que c'est le plus grand avenue au monde, mais c'était tellement bondé de monde, c'était noir de monde. Noir. C'est vrai que pour le moment, on ne décrit pas encore, il n'y a pas encore mort d'homme, en tout cas, on n'en a pas encore annoncé. Mais le lieu était tellement bondé de monde que Lionel Messi, par exemple, a été escorté par un hélicoptère pour pouvoir le sortir, l'extirper de la foule. Et aujourd'hui, il est prévu qu'il puisse s'adresser à la foule. On ne sait pas encore où le placer. Il va parler depuis un hélico parce que sur Terre, c'est vraiment franchement plus d'1 million de personnes. En regardant les médias français hier, ils disaient mais nous on croyait qu'on avait atteint le record sur les Champs-Élysées avec 900 000 personnes lors de la Coupe du Monde 98. Mais ce qu'on voit en Argentine, c'est incroyable. Bien sûr, après 35 ans quand même. Incroyable parce que la culture sport, la culture football. Oui, c'est une religion. Tout à fait, puisque en France, par exemple, c'était 20 ans après qu'ils ont pris la Coupe du Monde. Ils ont pris la deuxième Coupe du Monde. C'est pour ça que j'évoque les chiffres de 98, de leur première Coupe. C'est inédit et qui avait plus de ferveur même que la Coupe de 2018. Mais donc, même en 98, ils n'ont même pas atteint en termes de popularité. Justement, en tout cas de population. Ce qu'on voit. Si on voit une telle foule au Maroc, le Maroc qui est arrivé en demi-finale, combien de fois le pays qui a remporté et combien de fois la joie pour Messi, pour les fans de Messi et tout ce qui va avec. Ici même au Cameroun, après la victoire, on en a vu, l'Argentine lors de la Coupe.
on a vu certains Camerounais, notamment dans la ville de Yaoundé, courir dans toutes les rues. Ouais, bien Lionel sûr. Messi qui acclamait et qui félicitait Lionel Messi. Et qui a reçu quand même, hein, qui a reçu, je crois que je peux appeler ça une espèce de soutane du roi, je sais pas, on les appelle quoi, voilà, vous voyez. Donc Messi, après Dieu peut-être, hein, Ah non, À l'Argentine, en tout cas, clairement. après Dieu, d'après certains fans, quand même après Dieu, c'est Messi. Félicitations, Messi l'a bien mérité. Ah bah bien sûr. On Chose sait à- qu'après, c'est vraiment salutaire. Bien sûr. Chose assez insolite, les Croates aussi ont été bien accueillis, sauf que dans le bus des joueurs, il y avait la Miss Croate, Miss Croatie, Ah. qui était une espèce de bimbo qui avait beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux parce qu'elle suivait de très près la rencontre des Croates. Et ils sont arrivés au pays, là aussi il y a eu une forte ferveur populaire avec la médaille de bronze. Et qu'est-ce que la Miss Croate cherchait dans le bus? Bref, elle était le trophée parce que les joueurs ils avaient la médaille, mais la Miss Croate, Miss Croatie, Bon, elle était peut-être la mascotte, hein, la mascotte de l'équipe ça aussi, croate. ça aussi, oui. Donc, Merci, Comabité, de nous avoir replongé dans cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar, que le Qatar a organisée avec brio. Ça, il faut le dire. Ah oui, ça, il faut le dire, Imamoto, pour chuter. Donc, c'est dire un grand merci au Qatar. Et il faut le rappeler, le Qatar qui a environ 3 millions d'habitants, je crois bien, de ce côté-là, et avec une superficie qui n'est pas aussi assez levée, assez grande, a pu donc mettre en évidence, ou alors a pu être à la hauteur de cette compétition mondiale, avec ces stades qu'on a vus, ces très beaux stades, même si on nous a fait comprendre, d'après les informations qu'on a reçues, qu'il y aura un stade qu'on va démonter, qu'on a construit avec des conteneurs. Donc du coup, très beau quand même, hein. Un coup de chapeau aussi à ces barons du pétrole de ce côté-là. Au moins, l'argent du pétrole aura servi à quelque chose. Merci, Koumabité. C'était l'info du jour de ce 21 décembre 2022. On vous retrouve demain avec une nouvelle information. Tout à fait. Demain et d'ici là, mesdames et messieurs, restez connectés sur For You Media Africa. L'actualité se poursuit dans cette émission. Cette fois-ci, c'est le tour des différents kiosques des capitales africaines, pourquoi pas internationales. C'est une histoire de couture, les unes du jour. L'actualité comme elle va au sud du Sahara et plus globalement en Afrique, c'est donc le temps des unes du jour sur En Revue l'actualité. Merci de nous retrouver. On démarre l'actualité avec l'information au Cameroun dans les kiosques à journaux, notamment avec le journal La Capitale Publique qui revient sur un problème d'insécurité qui sévit dans la capitale économique du pays, c'est-à-dire à Douala. Les situations sécuritaires à Douala, les mesures renforcées, nous fait donc savoir Cameroun Tribune dans sa parution de ce jour, à la suite de réunions tenues avec les autorités locales et les syndicats de conducteurs d'engins à deux roues. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, a décidé de l'immatriculation obligatoire des mototaxis avant leur mise en circulation et de veiller au respect des horaires de fermeture des débits de boissons. Ça, c'est en page 3. Un autre rebondissement, donc, finalement, dans l'affaire dite des microbes à Douala. Désormais, c'est donc le MINDEF, le ministre de la le ministre de l'administration territoriale, qui sort donc au créneau concernant donc cette affaire et la régulation du secteur des mototaxis. Lui qui en rajoute une couche, il faut savoir déjà que les mesures édictées par le maire, par le gouverneur de la région du littoral, intimait donc aux mototaxis de rouler uniquement entre 6h et 20h, chose qui a été réajustée pour 6h minuit. Et donc désormais, Paula Tangandji qui s'attaque lui également à la fermeture des débits de boissons. Toute chose au Cameroun qui pourrait susciter des réactions compte tenu de la période de l'année qui constitue finalement
une période de grande entrée, ou du moins d'un bon chiffre d'affaires à réaliser pour les différents responsables de débit de boissons au Cameroun. En tout cas, c'est à lire en page 3 du quotidien Cameroun Tribune, parution de ce matin. On s'intéresse à une toute autre actualité au Cameroun, toujours avec le quotidien Le Messager. Prison centrale de Yaoundé, bienvenue au Far West. Voilà, vous avez en image bien sûr la prison centrale de Yaoundé, la prison de Kondengi. Cargaison de boissons alcoolisées, distribution des drogues, blanchiment des capitaux, réseau de pédophilie et de prostitution prennent de l'ampleur dans ce pénitencier, nous fait savoir le quotidien Le Messager, qui a donc mené l'enquête et vous propose une analyse, ou du moins un gros plan sur la prison centrale de Yaoundé et ses différents travers, les différents maux que connaissent cet établissement pénitentiaire au Cameroun, un établissement qui a à son sein, il faut le rappeler, beaucoup d'anciennes grosses têtes du gouvernement camerounais, ministres et autres directeurs de grosses structures au Cameroun qui s'y retrouvent. Est-ce la raison, est-ce qui justifie finalement ces différents mots que révèle le quotidien Le Messager, à savoir des cargaisons de boissons alcoolisées, des distributions de drogue et autres blanchiments de capitaux. En tout cas, pour en savoir davantage, je vous invite vivement à faire un tour en kiosque dans le quotidien Le Messager. La suite, c'est avec le site d'information Jeune Afrique qui s'intéresse à l'actualité politique au nord de l'Afrique, Maroc, Algérie. La Turquie d'Erdogan se pose en médiatrice. Une proximité qui est bien sûr connue entre Ankara et Alger et qui n'est plus du tout à démontrer. Mais il faille noter également que les Turcs se rapprochent davantage également du Maroc et donc de Rabat. Et grâce à ce jeu d'équilibriste, Mikhail Erdogan, le président turc, pourrait-il apaiser les tensions entre les deux pays, frères entre guillemets, du fait des tensions qui règnent aujourd'hui entre les deux pays, qui ont du mal à enterrer la hache de guerre, notamment au sujet du Sahara occidental et de bien d'autres conflits frontaliers. En tout cas, le président turc entend bien jouer sa partition pour essayer de renforcer, ou du moins de rééquilibrer les relations entre Alger et Rabat. C'est à lire dans Jeune Afrique. Après Jeune Afrique, l'actualité comme elle va, cette fois-ci, du côté de Mali Jet, du 13, qui nous propose donc cet article qui va suivre: Sommet USA-Afrique, opération pour contrer la Chine et la Russie, ou soudaine reconnaissance de l'Afrique. En tout cas, c'est un questionnement avec une ébauche de réponse qui nous rappelle que du 13 au 15 décembre dernier, les États-Unis d'Amérique ont invité 49 pays africains à un sommet dit sommet de la réconfiguration des relations entre les États-Unis et l'Afrique, annoncé par l'administration américaine comme un événement d'une importance capitale. Le sommet ne semble pas avoir fait rêver grand monde, ni parmi les invités, ni parmi les populations africaines. Voilà, c'est un édito, en tout cas, c'est un point de vue que partage ce matin le site d'information malien, Mali Jet, qui vous permet de savoir, d'avoir un peu un débrief de la dernière conférence des leaders Afrique-États-Unis, ou alors États-Unis-Afrique, qui s'est tenue du côté de Washington, et finalement comprendre quelle a été la part à jouer de l'Afrique dans ce rendez-vous. Était-ce réellement avec une volonté de voir l'Afrique se développer, ou était-ce simplement une stratégie pour contrer les velléités russes sur le continent africain? C'est à lire dans Mali Jet. À la suite de notre tour des unes, et on va d'ailleurs s'intéresser à l'actualité du côté du Sénégal avec le quotidien.sn.
qui revient sur une affaire qui a énormément fait parler. On s'intéresse à l'actualité du Togo, voilà, avec Togo First. Voilà, Togo First, on parle d'économie et notamment de la commande publique qui poursuit sa mue du côté du Togo. La nouvelle entité en charge de la commande publique, ARCOP, Autorité de régulation de la commande publique, issue de la mutation de l'ancienne ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, continue ses réformes en révisant les textes qui régissent la commande publique au Togo. L'agence étatique a donc présenté le nouveau cadre juridique devant les médias et les acteurs impliqués dans la commande publique. C'était hier, mardi, on était bien sûr le 20 décembre, au cours d'un atelier de vulgarisation qui s'est tenu donc à Lomé au Togo. En tout cas, les grandes lignes de ce rendez-vous et finalement en savoir davantage où se situe la commande publique du côté du Togo, c'est à lire dans cet article signé Togo First. Et c'est chaud, on va mettre un terme à notre tour des unes du jour, Moto. Merci, Kwechu. Merci, comme d'habitude, de faire le tour de ces différentes capitales africaines et internationales. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa. Votre programme On Remue l'actu se poursuit et vous avez la possibilité de participer à cette émission, notamment sur notre page Facebook For You Media Africa. Vous laissez vos commentaires par rapport à notre thématique et à la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire vos différents messages. On s'intéresse aujourd'hui à la République démocratique du Congo, la France qui condamne le soutien du Rwanda à la rébellion du M23. Est-ce qu'on a notre consultant permanent en ligne, M. Noubissi Wafo? Il est en ligne. Bonjour, M. Noubissi Wafo. Merci, bonjour Emmanuel, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Noubissi Wafo, ce matin. Un plaisir à partager, bien sûr. Merci. Aujourd'hui, on s'intéresse à la République démocratique du Congo, notamment le conflit rwando-congolais. La France qui condamne le soutien du Rwanda à la rébellion du M23. Monsieur Noubissi Wafo, que vous inspire cette sortie de Paris condamnant le soutien du Rwanda à la rébellion du M23? C'est un acte diplomatique qui pour moi n'aura aucune portée. Oui. Qui pour moi n'aura aucune portée en termes de solution au problème qui se pose sur le problème. Parce que voyez-vous, le problème est plus complexe que cela. Et je ne pense pas que la solution se situe dans la condamnation de X ou de Y dans cette histoire. Surtout que je pense quelle est la faculté d'écoute que les autorités rwandaises vont accorder à cette condamnation française. Vous savez que la France a toujours été accusée depuis le génocide dans les années 90. La France a toujours été accusée par les autorités rwandaises, au premier rang desquelles Paul Kagame, d'avoir planifié et exécuté ce génocide-là dans l'ombre, notamment en apportant du soutien aux génocidaires, en leur apportant leur capacité d'organisation et en les protégeant contre toute possibilité d'être neutralisé par le camp en face. Donc la France a toujours été accusée. D'ailleurs, c'est parce que cette France a été accusée que juste après, Paul Kagame avait quand même pris des résolutions radicales. Vous vous souvenez c'est-à-dire qu'avant le génocide, c'était le français qui était la langue officielle, c'était l'une des langues officielles au Rwanda à côté du Kinyarwanda. Et après cet incident diplomatique, après ces accusations de la France, ces accusations du Rwanda qui étaient dirigées contre les autorités françaises, alors Paul Kagame a simplement décidé d'effacer le français comme langue officielle et de le remplacer par l'anglais. Et dès cette époque-là, les relations entre la France et le Rwanda ne sont jamais revenues au beau fixe, au point que il a valu à la France de faire carrément une cour au Rwanda
qui jusque-là n'a pas pu rétablir entre ces deux pays les relations d'antan, les bonnes relations d'antan. Vous vous souvenez comme si cela, aussi bien que cela pouvait être curieux, la France avait fait du Rwanda, ou alors avait attribué le secrétariat général de la francophonie au Rwanda, alors même que le Rwanda s'était débarrassé de la langue officielle, de la langue française comme langue officielle. Donc, on peut se demander, avec ce climat qui existe, ce climat plus ou moins orageux, qui existe dans les relations entre le Rwanda et la France, si Kagame ne se moque pas de cette sortie des autorités françaises qui condamnent le Rwanda, qu'elle accuse la France de soutenir le M23. Donc, est-ce qu'on ne peut pas voir là-dedans une attitude de vengeance, par exemple, qui trouverait peut-être là le moyen d'en découdre avec les autorités françaises, les autorités rwandaises, qui lui ont jamais fait de cadeau depuis qu'elles se sont installées au pouvoir à la suite du génocide en 1994. Donc, nous disons que ce n'est pas par là que passera la solution. Surtout que on peut même accuser la France colonisatrice d'avoir contribué à ce que ce problème se pose. Vous savez, le problème entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est un problème aussi vieux que le tracé des frontières sans l'accord ou alors sans la participation des principaux concernés qui étaient les Rwandais ou que sont les Rwandais et les Congolais. Et donc, ce problème-là est un héritage malheureux de la colonisation. Parce que, voyez-vous, dans le tracé des frontières, on n'a pas pris en compte les réalités du terrain, les réalités de ce secteur de vie-là. Parce que dans le tracé de ces frontières-là, on s'est retrouvé avec des populations rwandophones du côté du Congo, de la République démocratique du Congo. Et avec, je veux dire que c'est un problème qui a commencé à exister, ou alors existait déjà à la fin des années 50 et au début des années 60. C'est un problème auquel a dû faire face le maréchal Hutu du temps où il dirigeait d'une main de fer la République démocratique du Congo, alors appelée Zaïre. Donc c'est un problème qui est vieux. Et ce problème-là s'est aggravé avec le génocide rwandais. Il faut toujours reconnaître que chaque fois qu'on met le soutien d'un côté, parce que le Rwanda aussi accuse la République démocratique du Congo de soutenir des troupes rebelles qui ont une certaine capacité de nuisance par rapport aux autorités rwandaises à partir de son sol. Parce que voyez-vous, dans ce conflit-là, c'est-à-dire que les autorités rwandaises ont deux préoccupations. La première préoccupation, c'est de protéger leurs frères qui appartiennent pratiquement à leur ère culturelle, c'est-à-dire les rwandophones qui sont du côté du Congo. De l'autre côté, il faut, par anticipation, prévenir une possible attaque des forces génocidaires qui s'étaient réfugiées à cette frontière-là, c'est-à-dire au niveau de l'Est de la République démocratique, à la fin du génocide, et qui conservent malgré tout une certaine capacité de nuisance. Donc, il y a ce problème-là qui se pose, et ce n'est pas par des condamnations, j'ai presque envie de dire, totalement superfétatoire que ce problème sera résolu, même si ces condamnations-là viennent d'un pays comme la France. Ce problème-là ne peut être résolu qu'à partir de l'Afrique, par des Africains, en trouvant une solution définitive à ce problème quand même, qu'il faut le dire, est complexe et qui doit prendre en compte désormais des réalités du contexte qui sont des réalités de guerre et de méfiance entre ces deux États qui se soupçonnent ou alors qui, pour certains,
qui se regardent avec une certaine méfiance en se disant que l'autre représente une menace pour la déstabilisation intérieure. Il faut déjà régler ce problème, mais il faut régler le problème de la citoyenneté des rwandophones qui se trouvent du côté de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut une implication directe des principaux concernés, c'est-à-dire des Congolais, c'est-à-dire des Rwandais, avec une médiation suffisamment forte des organisations continentales en Afrique, c'est-à-dire d'une affaire comme l'UA, ou même des organisations de la sous-région d'Afrique de l'Est. Donc, voilà comment ce problème peut être résolu. Tant qu'il n'y aura pas cette approche-là, on peut condamner, comme la France le fait, pour gérer des questions strictement personnelles, comme on veut. Le problème, lui, il ne sera pas résolu. Mais encore faudrait-il que les institutions africaines qui vont se pencher sur cette question le fassent en se démarquant totalement des influences des forces colonisatrices d'hier. Parce qu'en réalité, ce sont ces forces colonisatrices-là qui très souvent, qui aujourd'hui sont devenues des forces coloniales et qui exploitent ces conflits entre Africains, qui apparaissent comme des pyromanes, des pompiers pyromanes. Parce qu'ils donnent l'impression de vouloir résoudre le problème alors que ce sont eux qui tirent les marrons de feu, alors que ce sont eux qui exploitent copieusement ces guerres qui se multiplient à l'est du Congo, mais qui s'étendent parfois à toute l'Afrique. Donc, nous pensons que c'est un problème africain qui doit être résolu par les Africains en prenant ou alors en s'armant d'une démarche réaliste et suffisamment objective et en se démarquant des positions impérialistes, des positions des anciennes colons qui sont des positions, à mon avis, nocives. Merci Wafo, merci d'avoir intervenu ce matin par rapport à notre thématique du jour et merci d'avoir édifié nos différents téléspectateurs. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à demain. Passez une excellente journée, monsieur Noubissi Wafo. On aura le plaisir de vous retrouver demain. Merci. On va s'intéresser pour sortir de cette émission avec Kwechu pour l'image du jour. Alors pour l'image du jour, Moto, je vous l'annonçais au début de l'émission qu'on parlerait de culture et je voudrais partager avec vous une reprise d'une chanson d'un artiste camerounais qui est aujourd'hui décédé, Gambi Briand, et une reprise de personnes dont on ne serait pas forcément attendu. On est en Asie, on est dans une école primaire et du côté notamment de la Corée du Sud. C'est une chanson de Gambi Briand qui est reprise en chœur par des gamins d'une école primaire. Voilà, c'est dire que le talent, au moins la popularité des Gambi Briand allait au-delà des frontières du Cameroun. C'est une image qui avait déjà fait le tour des réseaux sociaux, mais maintenant, du fait de son décès, continue donc à circuler, ou du moins ça ressurgit sur les réseaux sociaux. Et je voudrais partager ça avec vous ce matin. Si la réalisation nous le permet, on va donc écouter un petit bout de cet extrait. Je suis très surprise. Moi, je me dis que c'était peut-être ils avaient traduit ça en leur langue. Mais à voir que c'est en langue douala. Ils prononcent bien les mots. Ça, en tout cas, il n'y a pas vraiment
des détails hein, quand comment ça s'est retrouvé, mais on sait que Cameroun a fait des tournées mondiales dans les années 70 et 80 aux États-Unis, en Asie. Il a fait le tour des 4 coins de la planète, alors même qu'il était au sommet de sa gloire. L'artiste camerounais, qui, il faut le rappeler, hein, est décédé la semaine dernière. Et donc, c'est un hommage qui lui est rendu. Et avec ces images, c'est la preuve encore de ce que finalement la culture africaine, elle n'a pas de barrière de langue. L'art n'a pas de barrière linguistique. Quand c'est bien, c'est bien. Et de voir ces enfants reprendre cette chanson en chœur, ça nous prouve encore combien finalement l'Afrique peut s'implanter dans tous les 4 coins du monde avec un peu de sa culture. Merci, que je suis très touchée et très surprise même de voir ces enfants reprendre cette chanson des Cambodgiens, cette légende de la musique camerounaise et africaine. C'est un plaisir pour le Cameroun, c'est un plaisir pour l'Afrique. Merci, Kwechu. Allez. Merci. Merci à vous et Mamuto. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est terminé pour ce jour. On vous retrouvera demain avec un nouveau contenu. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée sur nos antennes. Nous l'avons annoncé tout à l'heure.